Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit de résilience. Le sujet du jour est le postmodernisme, connu aussi sous le nom de marxisme culturel. C'est un sujet dont on parle assez peu en France et qui est pas mal abordé par les médias conservateurs outre-Atlantique. Nous allons nous intéresser à ce que Jordan B. Peterson a à dire sur le sujet. Jordan Peterson est professeur de psychologie à l'Université de Toronto, psychologue clinicien et est l'auteur de livres tels que Maps of Meaning, The Architecture of Belief et de 12 règles pour une vie, un antidote au chaos. Ses recherches tournent autour de la psychologie du comportement, de la psychologie sociale, de la psychologie de la personnalité et celle des croyances religieuses et idéologiques. C'est un auteur assez peu connu en France alors qu'il mérite à être connu tant pour son combat contre la gauche radicale, le féminisme et le politiquement correct que pour la finesse de ses analyses. C'est pourquoi nous allons vous présenter certaines de ses vues qu'il a approfondies lors d'un entretien donné à The Epoch Times. La vidéo est en anglais et le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Lors de cet entretien, Jordan Peterson expose ce qu'est pour lui le marxisme, montre son évolution historique qui mènera cette idéologie au postmodernisme et donne une vision globale de ses dérives afin de nous faire comprendre la situation actuelle de manière plus nette. Il s'appuie sur ses recherches ainsi que sur quelques exemples personnels afin de nous montrer à quel point le postmodernisme est déjà autour de nous, imprégné dans notre culture et nos institutions. Son appel à la résistance face au postmodernisme, qui est un autre nom pour désigner le marxisme culturel, devrait être entendu par toute personne qui prend à cœur de défendre la liberté d'expression et l'individualisme. Commençons donc par le commencement. L'idée du marxisme stipule que la nature de l'horizon économique est une bataille entre le prolétariat et la bourgeoisie. Le système économique capitaliste continuerait à asservir une certaine classe jusqu'à l'émergence d'une transformation économique radicale basée sur une politique égalitaire. Tout au long du XXe siècle, cette politique a été mise en place à différents endroits avec des résultats meurtriers. Jordan B. Peterson considère le marxisme politique et économique comme les pires doctrines qui ont été inventées par l'humanité, bien au-delà du fascisme ou du national-socialisme, et, de ce fait, trouve suspect que les conséquences de ces doctrines ne soient pas exposées autant qu'elles le devraient par le corps enseignant. Combien savent ce que le peuple russe a dû subir sous Lénine et Staline ou le peuple chinois sous Mao? Alors, on aurait pu dire que ce n'était pas du vrai communisme et qu'à leur place, on aurait pu réaliser l'utopie de Marx telle qu'il l'avait prédite. Mais dire qu'on aurait fait mieux que cette belle branche de connards montre bien que l'on a un vrai complexe narcissique, que l'on est hyper arrogant et tellement convaincu de la droiture de son idéologie et de la pureté de sa morale que l'on pense qu'à leur place, il y aurait eu moins de sang. On aurait été un bon Staline, sans penser qu'un Staline plus cruel que soi serait venu nous liquider dans notre sommeil. Penser comme cela, c'est penser en idiot utile. Staline a fait tuer tous ceux qui l'avaient hissé au pouvoir car il commençait à le gêner. Staline n'a pas perverti la voie suivie par Lénine. Le second avait envoyé le premier faire toute la sale besogne et il a bien appris de cela. Staline, c'était Lénine en un peu plus méchant. Ce que les Russes ont reçu comme traitement, c'est ce que reçoivent les Vénézuéliens aujourd'hui avec le régime Maduro. Tout le monde meurt de faim là-bas et bien à cause des conséquences du communisme. Les penseurs français tels que Sartre avaient bien compris à la fin des années 60 que les doctrines politiques et économiques communistes avaient donné des résultats catastrophiques. Ces doctrines ont été tellement discréditées que plus personne censé ne peut actuellement les soutenir publiquement. Dans les années 70, les marxistes ont changé le combat entre le prolétariat et la bourgeoisie vers celui des oppressés et des oppresseurs, ce qui a ouvert la voie vers l'identification de tout type de groupe d'oppresseurs et d'oppressés et de continuer le même type de récit avec des combats différents allant bien au-delà de l'économie. Le marxisme fait peau neuve et devient le postmodernisme dont le but dangereux est toujours celui de s'accaparer le pouvoir. Jacques Derrida, un déconstructionniste, est une des figures de proue du postmodernisme. C'est lui qui a défini l'anti-occidentalisme qui est présent dans la pensée radicale de gauche.
Ce courant est parti de France et est arrivé aux États-Unis via le département d'anglais de l'université de Yale. Sous le joug du postmodernisme, on a connu une expansion rapide des politiques identitaires dans les universités, formant ainsi un ethos qui émane désormais de disciplines qui avaient jusqu'à présent de véritables valeurs, l'anthropologie, la sociologie ou encore l'éducation. Le but revendiqué de ces disciplines, comme dans les départements d'études féministes, n'est plus de faire réfléchir sur des théories abstraites, mais de produire des activistes postmodernistes radicaux qui vont recréer des structures politiques et économiques. Les professeurs radicaux forment des activistes qui ne recherchent pas à vous convaincre par la logique de leurs propositions, ni ne s'emploient à rechercher les limites de ces propositions, ni à dialoguer, à négocier, à discuter ou à trouver ne serait-ce qu'un consensus. Ce qu'ils recherchent d'abord et avant tout est le pouvoir et détruire le substrat de la civilisation occidentale, et l'argent des impôts sert à financer cet enrôlement. Ces activistes, animés par cet ethos du postmodernisme, ne sont pas des philosophes postmodernistes. Ils ne connaissent pas assez cette philosophie ni le marxisme pour cela. Une philosophie a une propension à créer un corps d'identité cohérente. Elle a donc cette possibilité de trouver des personnes qui voient en elle des raisons de s'y rapprocher, comme par exemple une certaine empathie envers les idées occidentales. Dans la vie quotidienne, ces radicaux agissent comme n'importe qui, mais quand ils se regroupent autour de cet ethos, ils forment une foule violente animée par la quête du pouvoir. Ce qui différencie cela de ce qui s'est passé en Union soviétique lors des débuts de la révolution russe est qu'il y a 100 ans, un groupe de conspirateurs avec à sa tête Lénine avait pour but de renverser la monarchie en vue de prendre le pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui est différent car cette foule n'est pas aussi coordonnée, mais le but est le même. Cet ethos a déjà détruit les universités et contrôle désormais les structures basses et moyennes des bureaucraties et des gouvernements. Jordan B. Peterson en veut pour preuve différents organismes situés en Ontario prônant un cursus SJW et supportant la création de tribunaux SJW. Le but ouvert est l'endoctrinement des enfants depuis la maternelle, là où cette idéologie marxiste est la plus facile à inculquer, vers un ethos d'équité communautariste de gauche radicale post-moderniste. Il pense que ces organisations sont dangereuses et qu'elles doivent être abolies. Le postmodernisme a du mal à clarifier les concepts dès le départ, si bien qu'il transforme des termes afin de se les approprier. Il parle volontiers de compassion et d'empathie comme ciment des communautés, mais les structures que l'Occident a mises en place permettant d'aider des personnes sur le long terme sont très dures dans leurs expressions à court terme. Les valeurs traditionnelles associées avec la conscience liée aux échanges, le trade consciousness en anglais, ne sont pas des vertus chaleureuses. Ce sont des vertus froides et portées sur le jugement, comme par exemple la demande de résultats dans le monde du travail. Vous pouvez avoir de la compassion pour un bébé qui pleure parce qu'il a faim, pour la simple et bonne raison que la solution est facile à déterminer et rapide à administrer. Mais quand on parle de problèmes systémiques liés à la pauvreté ou liés à la recherche dans la création d'un système offrant davantage d'opportunités afin que tous puissent profiter des capacités de chacun, il faut employer bien plus que de la compassion afin d'y arriver. Ainsi, la communauté n'est pas simplement liée à l'empathie. Il est très difficile de construire des structures fonctionnelles qui aident les gens à se développer individuellement et socialement sur une longue période de temps. Le simple fait d'avoir de l'empathie ne nous mène nulle part. Un bébé de 3 ans a de l'empathie. L'empathie est une vertu importante, mais elle n'est que très limitée dans son utilisation. Les postmodernistes parlent aussi de tolérance et de diversité. La tolérance ne veut pas dire que désormais tout le monde se ressemble et que tous représentent la même valeur. Il y a une énorme différence entre la tolérance et le nihilisme. La tolérance n'est pas le rejet de sa propre responsabilité, ni le rejet de toute personne, qu'importe ce qu'elle pense. La tolérance signifierait plutôt que je suis stupide et biaisé, mais tu l'es également. Donc, faisons un marché honnête.
Tu me laisses tranquille avec ma stupidité et mes biais, et j'en ferai de même pour toi. C'est une proposition honnête, car elle ne nous pousse pas à nous conformer à une pensée commune et unique, car si cela devait s'avérer être le cas, nous serions en train de nous battre en permanence. Être tolérant, c'est éviter de se faire des ennemis et refuser simplement de faire apparaître les divergences. Mais c'est aussi refuser de prendre responsabilité en discriminant de façon raisonnable. Car bien que la discrimination ait un côté péjoratif, discriminer, c'est penser, et dans le meilleur des cas, de penser de manière juste. Quoi qu'il en soit, la tolérance n'est pas une philosophie assez solide. La diversité, c'est dire par exemple qu'on a besoin de plus de noirs afin de les représenter, car ils pensent tous de la même manière. Mais c'est une philosophie pernicieuse car elle se fonde sur l'idée que la manière de raisonner d'une personne est intrinsèquement liée à son identité de groupe. C'est une manière raciste de voir les choses. L'idée que l'on ne pourra pas avoir de diversité d'opinion tant que l'on n'aura pas assez de représentation des diverses identités de genre ou d'ethnie est techniquement fausse, car ce n'est pas cette diversité qui apportera une diversité d'opinion. Ce genre de pensée vient plutôt d'un manque cruel de connaissances historiques. Les postmodernistes se disent les défenseurs de la tolérance, de l'égalité, du communautarisme, mais dans la réalité, il n'en est rien. Ils ne sont les alliés de personne. Ils utilisent le langage de la compassion et de la posture dans le but unique de prendre le pouvoir. Derrida a dit beaucoup de choses qui étaient vraies. Sa proposition disant qu'il y avait pratiquement une infinité de manières d'interpréter n'importe quelle situation ou n'importe quel texte est vraie et est actuellement applicable dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais il l'a appliqué à des champs d'études pour lesquels il n'aurait pas dû. Derrida a inventé le concept de phallogocentrisme qui est considéré comme l'axe central du positionnement de l'Occident. Derrida est allé dans la tradition judéo-chrétienne, la Renaissance et les Lumières pour mieux critiquer la culture occidentale sous cet angle. Il présuppose que la culture est d'abord dominée par les hommes, ce qui est une simplification radicale de l'histoire. La culture n'a pas été dominée par les hommes, elle a été dominée par un petit nombre d'individus, car la grande majorité étaient des serfs, des soldats, bien maltraités pour leur travail, aussi opprimés que les femmes dans des conditions de pauvreté extrême. Jusqu'en 1895, la plupart des personnes vivaient avec $1 américain au taux actuel par jour. Derrida a aussi dit que l'Occident était logocentrique ou centré sur le logos. Cela est lié à la logique, mais également à Jésus, la seconde personne du tétragramme. Sa critique du logocentrisme a détruit l'idée que l'individu, en tant que force de parole ou force de communication, est la plus haute valeur sur laquelle une culture puisse être construite. Cette critique de Derrida est bien plus profonde que celle de Marx, qui ne se basait que sur une relation inégale de pouvoir. Les postmodernistes sont des anti-individualistes par nature. Voilà pourquoi ils poussent au collectivisme. Ils ne s'intéressent pas à qui vous êtes, ils ne s'intéressent qu'au groupe auquel vous appartenez et de cette manière vont jouer à un jeu de pouvoir. Ils vont pour cela analyser la hiérarchie d'une structure, puis diviser la représentativité des personnes en termes de catégories d'identité, c'est-à-dire de race, d'ethnie ou d'identité sexuelle, des catégories que l'on peut subdiviser encore et encore sans pour autant y inclure des critères objectifs. Une fois ces catégories mises en place, il suffit d'analyser échelon après échelon toute la structure et de se poser la question d'une surreprésentation d'une catégorie par rapport à une autre. Si cette surreprésentation est affichée, par exemple, qu'il y a plus d'hommes que de femmes, alors il suffit de déclarer que cette structure est biaisée du fait d'une oppression systémique de préjudices, qu'ils soient conscients ou inconscients. S'appliquent alors des quotas ou autres directives afin de garantir une égalité dans les proportions avec les différentes représentations par rapport à la population elle-même. Des séminaires contre les discriminations imposées par la hiérarchie sont ouverts sans qu'il y ait de base scientifique permettant de prouver leur utilité. Certaines recherches ont plutôt montré que ce genre de séminaire, devenu obligatoire, portait davantage de préjudice.
Comme cette approche manque de critères objectifs, les gauchistes décident eux-mêmes des représentations à mettre en avant par rapport à une autre. On peut ainsi rendre la population instable en permanence. Voilà comment ils gardent le contrôle sur ce grand jeu en manipulant ces catégories à leur guise. L'alternative à l'équité est de permettre à tout à chacun de se connaître les uns les autres dans un marché libre permettant de révéler de vraies différences en termes d'intelligence, de caractère et d'intérêt, différences venant de traits biologiques spécifiques au genre. Les idées soutenant que les gens sont des cases vides, que tout le monde est égal à la naissance, ou encore que tout ce qui permet de nous différencier est une conséquence de la socialisation, sont des idées révolues pour tout scientifique depuis la moitié des années 60. Mais les postmodernistes se moquent bien des faits. Pour eux, les faits sont dans la hiérarchie que le pouvoir actuel utilise pour justifier leur acquisition de ce même pouvoir. L'idée qui est développée en Occident est que l'État est régulé par l'éthique de l'individu, si bien que l'individu a une valeur intrinsèque et cette valeur est celle de pouvoir générer de l'ordre à partir du chaos. C'est une identité liée à Dieu dans la création du monde, identité qu'il ne faut absolument pas perdre. L'étude du totalitarisme montre ce qui peut nous attendre si les choses tournent au vinaigre du communautarisme. Notre société n'est pas aussi robuste que l'on veut bien vouloir prétendre et peut sombrer bien rapidement. On pourrait critiquer notre société, mais être redevable d'une certaine manière ne ferait pas de mal. Nous n'avons rien de mieux que ce que nous avons actuellement. Nous avons tenté quelques autres aventures au cours du XXe siècle avec les conséquences que l'on connaît. Beaucoup des grands journalistes canadiens sont terrifiés de parler des appropriations culturelles. Ils préfèrent l'autocensure à leur crucifixion sur les réseaux sociaux. Il en va de même pour les conservateurs et les centristes qui préfèrent ne rien dire en espérant que ce courant de pensée passera. Les personnalités publiques ont peur d'une toute petite minorité de personnes extrêmement radicales qui a réussi à prendre les manettes de notre structure sociale pendant que nous étions endormis. Vous commencez à vous endormir quand les choses sont trop belles pendant trop longtemps. C'est le moment de nous réveiller. Les parents devraient vraiment jeter un coup d'œil à ce que leurs enfants étudient à l'école. Les migrants, qui ont toujours supporté les libéraux car ils étaient pro-migration, devraient comprendre qu'ils ne sont pas leurs alliés. Les libéraux ne sont pas de vrais libéraux. Ce ne sont même pas de vrais socialistes. Ce sont des communistes. Si vous êtes mécontent des politiques mises en place par votre entreprise ou votre gouvernement et que vous attendez, la probabilité que vous serez plus mécontent en sera augmentée. Si vous commencez à prendre la parole, vous prenez un risque. Mais si vous persistez sans demander pardon et tenez ferme, vous pourrez retourner la situation à votre avantage. C'est l'expérience de Jordan B. Peterson. Ne demandez jamais pardon et ne vous ramollissez pas.